Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis un petit peu décalée par ici pour pouvoir laisser la place ici pour les couvertures. En effet, je vais vous présenter les sorties littéraires de février. Il est temps, on arrive bientôt. Ça sera bientôt, en tout cas la mi-février, la semaine prochaine. Voilà, on a débuté février, il y a déjà eu plein de sorties. Je devais faire cette vidéo avant, mais j'en ai pas eu la possibilité. J'espère quand même qu'elle vous plaira, qu'elle arrive quand même à temps. Vous verrez du coup, comme on a déjà passé une semaine de février, j'ai déjà quelques romans à vous présenter directement en papier. Et puis les autres, bah écoutez, je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Parfois j'espère avoir certains résumés et ne pas trop en savoir non plus. C'est vraiment un savant mélange entre se spoiler soi-même pour vous expliquer un petit peu de quoi parle le roman et garder un petit peu de mystère. C'est pas évident. Pas évident. Et encore une fois, je le rappelle, il ne s'agit que des sorties littéraires de février qui m'intéressent. Il y a des centaines de livres qui sortent tous les mois, donc je peux évidemment pas tout noter, sinon on pourrait faire une vidéo de plusieurs peut-être jours, je ne sais pas, mais en tout cas moi je note uniquement celles qui m'intéressent. Je ne doute pas qu'il y en a plein d'autres, du coup n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire lesquels vous attendez le plus. Le premier roman que j'ai noté, il s'agit de Maudite de C. Sizzle, aux éditions Plume Blanche. Je l'avais acheté en avant-première à Mons Livre, tout comme la sortie de janvier qui est Sistra. Voilà, c'est un petit fail pour le lire avant, c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça que je fonctionne de toute façon. Dans cette histoire, on est dans la cité de Lialès qui vit au rythme de la magie et on suit Elisa qui est insensible à la magie. Et en gros, je n'en sais pas beaucoup plus, tout ce que je sais c'est qu'elle s'est attachée à quelqu'un à qui il va arriver quelque chose de tragique et qu'elle va être elle-même le réceptacle d'un démon. Je trouve que j'en sais déjà beaucoup, du coup je vais arrêter là pour le résumé. Ça me faisait super envie, d'autant plus que quand vous le feuilletez, vous êtes sur ces en-têtes de chapitres. Je trouve que Plume Blanche apporte un soin très particulier à ses ouvrages. Ça fait super plaisir parce que vous le retrouvez ici hein, en couverture, ce schéma-là, enfin cette illustration-là, vous la retrouvez en couverture et en tête de chapitre. Je trouve ça très chouette. Ça m'a attiré beaucoup. Je n'ai pas regardé d'avis dessus. Je regarde de moins en moins d'avis sur les romans que je souhaite réellement découvrir. Donc écoutez, j'espère pouvoir vous en reparler bientôt. Pour ceux que je n'ai pas déjà, j'avais préparé mon téléphone pour les résumer. Ensuite, aux éditions Hauteville, j'ai noté le roman Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Silvé. Ce qui m'attirait beaucoup dans ce roman, c'est qu'on parle vie antérieure et surtout on suit deux personnages donc, qui s'appellent Tora et Santi qui font connaissance au pied de l'horloge de Cologne, bref peu importe, et en fait ils vont se réincarner. C'est ce thème là qui m'a vraiment attirée dans ce roman, c'est le thème de la réincarnation. J'avoue pour ce roman là, je sais pas si je vais le découvrir, je vais attendre les premiers avis qui vont tomber dessus. Il m'intéressait énormément, j'adore le thème de la réincarnation, j'adore ce thème de vie antérieure, surtout avec ces deux personnages qui semblent liés par un certain destin qui les réunit à chaque réincarnation. Ça me faisait extrêmement envie donc je l'ai noté, j'attends de voir les premiers avis quand même. Ensuite, j'avais noté ce roman mais c'est aussi du coup ma lecture en cours. Il s'agit de Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. Si vous me suivez depuis 2 ans je pense, vous savez que j'avais adoré Everless, son précédent roman qui n'a pas eu que des avis enjoués je dirais, mais moi j'avais adoré ce qu'elle en avait fait et du coup je n'avais pas encore lu le tome 2 parce que j'en avais marre d'attendre 1 an entre les séries pour être tout à fait honnête avec vous, et je me suis directement plongée dans Havenfall quasiment le jour où je l'ai acheté. Je suis page 150 pour le moment, on est dans... Alors on n'est pas dans de la fantasy pure, je dirais qu'on est plutôt... Alors je sais pas si on peut dire du fantastique non plus, mais en gros notre héroïne Madeline elle évolue sur Terre en fait. La Terre c'est Haven, c'est comme ça que ça s'appelle, mais elle évolue dans notre monde et en fait elle explique que son oncle tient, enfin en gros sa famille tient une auberge qui contient les portails vers d'autres mondes, donc vers Fjordenkiel, c'est ça, Ardent et Solaria. Donc Fjordenkiel c'est un monde de glace, de neige, voilà tout est froid, il y a des grands loups, des grands ours, des grands trucs. Ardent, vous doutez bien qu'à Ardent c'est globalement chaud, hein, avec de grosses tempêtes, etc. Et Solaria, on vous dit que ça a été un portail qui a été fermé définitivement parce que, alors normalement, parce que Solaria était peuplé de créatures sanguinaires, bestiales, terribles, voilà. Et vous comprenez dès les premières pages que Maddie, d'ailleurs, elle a un certain passé avec ces créatures-là, elle en a fait l'expérience, donc voilà.
On a Maddie qui va aller à l'auberge alors que c'était pas forcément prévu. Elle arrive au sommet, c'est-à-dire la réunion des délégués des différents mondes, en sachant que la porte de Solaria est fermée. Sauf que voilà, durant ce sommet, on va l'entrouvrir. Voilà, évidemment, je vous l'ai dit, il fallait bien quelque chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce sommet avec les délégués qui parlementent. Voilà, il faut pas faire les guerres entre les mondes. Et puis vous, en fait, enfin, c'est comme si ça existait vraiment dans notre monde et que personne le savait, en dehors de certains élus. Et je trouve l'idée très intéressante, très futée, je trouve. Voilà, on n'est pas totalement dans un vrai monde de fantasy, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un royaume inventé. Il y a 4 royaumes, dont la Terre, qui s'appelle Haven, du coup, pour les autres royaumes. Et tous les portails sont au niveau de l'auberge, et Maddie, c'est la nièce du gérant de l'auberge. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Je vais pas vous en dire davantage, sinon c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'ai lu. Je vous le dis, hein, j'ai lu 150 pages, donc environ 8 chapitres. J'aime beaucoup ce que je lis. J'ai adoré retrouver la traduction de Sarah Holland, du coup, parce que ça reste une traduction. J'attends de voir un petit peu mon avis final, ce que ça donne, la suite, en sachant que le tome 2 paraîtra en février 2023. Voilà, je sais que je vais encore devoir attendre un an, peut-être que je me ferai Evermore au milieu, et puis comme ça je vais mélanger tous les mondes, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Ensuite, aux éditions Calman Levy, j'avais noté le nouveau Jacques Expert, donc le carnet des rancunes, il me semble. Je crois que j'ai vu des avis pas forcément très bons sur ce roman déjà sortir, donc voilà. Moi, je n'ai jamais découvert Jacques Expert, je pense qu'un jour, j'en tenterai un quand même, un jour. Mais peut-être pas celui-là, du coup, vu les premiers retours qui arrivent. Dans cette histoire, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver un peu le Death Note, mais sans le côté magique, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui garde pas mal de rancune, qui note dans son carnet tous les gens qui lui ont fait du mal, et puis voilà, un jour il va finir par se venger. C'est tout ce que je sais de ce roman, j'en sais pas beaucoup plus, et vu les premiers avis, voilà, ça m'attire plus trop, mais voilà, je n'exclus pas de découvrir l'auteur un jour. Ensuite, chez Rivage, je pense dans leur collection noire, j'ai noté l'apparition de Je suis le dernier d'Emmanuel Bourdieu. Ce résumé m'a énormément attirée, je dois vous le dire, même si c'est très bizarre de dire ça d'un roman pareil, mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'on part du procès d'un paysan qui a torturé, violé et dépecé une joggeuse, et en gros on retrace la généalogie de la violence au sein de la famille du coupable, héritier d'une ferme familiale dont l'acte barbare et inexplicable semble surgir de temps immémoriaux. Je vous lis carrément le résumé parce que je le trouve extrêmement bien fait, les mots sont extrêmement bien choisis, percutant, vous savez très bien à quoi vous attendre. Je vous avoue que j'attends un petit peu, j'ai pas encore regardé si Séverine avait donné son avis sur ce roman, j'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps. J'attends pas mal les premiers avis pour voir si je me le prends. Il est sorti début février, donc voilà, je vais regarder les premiers avis et puis on verra bien, mais franchement le résumé je le trouve trop alléchant, même si c'est très bizarre de dire ça vu la thématique, mais c'est le cas. Ensuite, je l'ai encore vu nulle part et j'avais très envie de le découvrir de mon côté. J'ai noté Darius Gore de Charles Mazarguil aux éditions donc Slalom. Là, on est à Pandémonium, la capitale de l'enfer. Moi déjà, tu commences comme ça déjà. Tu as un peu conquis mon âme avec la capitale de l'enfer. Et ensuite, Darius qui a 195 ans, qui fait globalement profil bas, son père est dépressif, son meilleur ami est un zombie végétarien et la fille qu'il aime lui préfère une brute sanguinaire. Du coup, il essaie de se faire oublier et Darius va assister à un coup d'état. Ça devient un témoin gênant et du coup il va devoir fuir s'il tient à ses 3 cœurs. Enfin franchement la formulation je trouve ça trop drôle. Mais où se cacher quand les 9 cercles de l'enfer obéissent à la plus puissante des créatures démoniaques. Une seule solution s'offre aux jeunes fugitifs, la Terre. Voilà, je trouvais l'idée beaucoup trop belle, je voulais trop le découvrir, donc voilà, on est avec des petites illustrations, voilà. Je pense que justement les 3 têtes c'est Cerbère pour nommer les enfers, j'imagine qu'on va se retrouver à un moment donné au paradis vu qu'il y a des petites ailes et puis il y a la terre quoi, j'imagine que ça représente un petit peu ça. Ce roman me faisait envie, comme vous voyez je l'ai déjà en ma possession, donc il est déjà sorti. Et voilà, il fait un peu moins de 250 pages, il rentre
pour moi il rentre dans Petit Moi Petite Lecture, même si c'est pas vrai parce que normalement c'est moins de 200 pages, mais j'ai décidé qu'il pouvait rentrer dedans. Et voilà, il me faisait super envie, je trouve la couverture assez chouette. Le résumé est vraiment, je trouve, il y a un côté original en fait. On reprend cette thématique de l'enfer mais avec une certaine originalité, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, toujours chez Slalom, j'ai noté la parution du roman Animal. C'est de Cécile Alix et là pour le coup il me semble qu'on est dans une thématique de guerre. De ce que j'ai compris, on suit les traces d'un jeune homme dans un pays en guerre qui va être en gros sur un parcours de migrant évidemment. Je pense qu'il va fuir ce pays en guerre. Et voilà, je vous avoue que la thématique m'attire pas du tout, c'est vraiment pas mon genre habituel de lecture. Je suis certaine que c'est une lecture pourtant importante, poignante, engagée aussi très certainement, mais c'est vrai que je pense que dans mon travail je suis tellement confrontée à ce genre de problématique que quand je lis j'ai pas envie d'aller là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça. Malgré tout je l'ai noté parce que je me dis que ça doit être une lecture engagée, importante, voire même émotionnellement très parlante, etc. Que ça peut éveiller les mœurs et tout ça, mais moi je sais très bien que je le lirai pas, c'est sûr et certain. J'ai déjà assez d'histoires terribles de migrants qui vivent les pires horreurs dans ma vraie vie, donc voilà, j'arrête ça dans mes lectures, je peux pas. Ensuite, je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté un roman de chez Lumen. Je trouvais que les thématiques m'attiraient beaucoup moins ces derniers mois. Je sais pas si je peux parler d'années, mais peut-être. Mais cette fois-ci, je me suis trop laissée influencer. Vraiment, j'ai eu trop envie de le découvrir. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver, donc de John Hay, aux éditions donc Lumen. Et là, on est avec une jeune fille qui est piégée sur une île déserte avec, on vous dit pour seule compagnie, une petite androïde et si, elle s'appelle Si, C-E-E, ne se rappelle plus rien de sa vie d'avant, rien en dehors d'une sœur qui l'attend là-bas, de l'autre côté de l'océan. Voilà, je veux pas en dire plus, ce sont vraiment les 3 premières phases du résumé. Vous savez que les romans Lumen, à chaque fois il y a un placard comme résumé. Alors, enfin, moi la plupart du temps je les lis pas parce que la seule fois où je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça spoilait les 3 quarts du bouquin. En tout cas je trouve la couverture vraiment très belle, il me fait super envie, mais il fait beaucoup de pages. On est sur du 500 pages, donc ça va encore. Je pense que je me le ferai plutôt en mars, fin février-mars, parce que j'aimerais vraiment privilégier les petites lectures dont je vous ai parlé dans ma pile à lire de la semaine dernière. Et du coup voilà, celui-ci va m'attendre un petit peu de toute façon. Je me le suis acheté, donc je peux le lire quand je veux. Même de toute façon, si je l'avais reçu, je pourrais le lire quand je veux, mais aucune pression quoi. Ensuite j'ai aussi noté la parution du roman Les Pentes de Sue Berger, et là c'est aux éditions, alors attendez, je cherche, aux éditions de Boré. J'imagine, je connaissais pas du tout cette maison d'édition, du coup j'ai vraiment besoin de mon téléphone pour vous le dire. L'histoire se déroule en septembre en 2050 et j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de post-apo, ou vraiment dans un monde compliqué, voilà on va dire ça comme ça, où vous avez vraiment la campagne qui a été transformés, ils vous disent, avec voilà, des usines électriques ont remplacé les forêts, et j'ai l'impression qu'en fait on va s'apercevoir que dans la campagne il y a quelque chose qui pourrait sauver toutes les villes qui sont méga agrandies. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas très envie d'en savoir plus, j'ai surtout envie d'avoir des premiers retours, savoir si ça vaut le coup, si j'ai envie de découvrir cette maison d'édition ou pas. Je vous avoue que ça m'a beaucoup intriguée, vraiment. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser encore, j'attends les premiers retours. Ensuite j'étais bien sûr obligée de noter l'apparition du nouveau Michel Bussy, Nouvelle Babel, et il me semble qu'on a une dimension un peu fantastique dedans parce que ils peuvent se téléporter ou quelque chose comme ça. J'ai pas très bien suivi, c'est vrai que j'avais pas lu le Michel Bussy que j'ai acheté l'an dernier, donc clairement je pense pas me laisser vraiment tenter par ce roman, mais j'avais envie de vous dire qu'un nouveau Michel Bussy sortait en février. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je mets toujours les liens comme d'habitude de chaque roman dont je parle, comme ça au moins vous pouvez aller lire les résumés vous-même. Si jamais j'en dis pas assez à votre goût, il n'y a pas de souci, vous pouvez compléter les informations juste en dessous. Ensuite il y a l'apparition d'un roman chez Pocket Jeunesse, il s'agit de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, et là pour le coup on vous dit elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent. On commence déjà à le voir un petit peu partout, j'ai déjà quasiment plus envie de le découvrir, c'est triste. On suit Evry qui est une lycéenne sans histoire, clairement sans argent aussi, elle a passé toute sa vie à galérer avec sa famille, et puis un jour elle est désignée sur le testament d'un homme très riche, peut-être même le plus riche du pays, voilà, mais pour mériter son argent, il va falloir qu'elle
fasse des choses, je sais pas exactement lesquelles. Voilà, on a un célèbre milliardaire qui lui lègue sa fortune et elle a jamais entendu parler de cet homme et pour toucher sa part d'héritage, elle doit emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne et puis elle va côtoyer du coup les 4 petits-fils déshérités du défunt, mais aussi du coup ils sont tous décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. En effet, il va y avoir une sorte de jeu, j'imagine. Enfin, il va y avoir à mon avis des manigances, des complots, des trahisons, des choses, je sais pas, mais ça avait l'air trop bien. J'ai trop envie de le lire. C'est vrai que quand on lit Games, moi personnellement tout de suite j'ai pensé Hunger Games, même si ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai que quand je lis Games sur une couverture de roman, je me dis tiens, est-ce qu'il va y avoir du sang ou pas? Peut-être pas. Mais bon, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Malheureusement, ouais, on le voit vraiment beaucoup passer. Du coup, j'espère vraiment pouvoir le découvrir. Ah, en fait, j'espère vraiment toujours avoir envie de le découvrir en fait dans quelques semaines. Nous verrons bien. Ensuite, j'ai noté l'apparition de Sandrone Dazieri qui est La danse du gorille. Ça paraît chez La Bête Noire, donc chez Robert Laffont. Et il faut savoir que Sandrone Dazieri, c'était l'auteur de Tutura le père, pour ceux qui connaissent, moi je l'avais pas lu. Mais voilà, au début il m'attirait, parce que j'avais entendu que voilà, il y avait un peu de psychiatrie dedans et tout ça. Puis j'ai lu le résumé et du coup il m'attire plus du tout. Je sais pas si c'est un problème de traduction, si c'est un problème de pays, si c'est un problème de classification dans le pays, c'est tout à fait possible parce que il faut savoir qu'en psychiatrie on ne classifie pas partout pareil selon le pays. Voilà, on fait pas tous la même chose. Normalement il y a quand même une classification mondiale, mais il faut savoir quand même aussi que beaucoup de diagnostics sont donnés en fonction de la culture des gens, en fonction de la société dans laquelle ils évoluent, etc. C'est-à-dire qu'en France on va avoir plus de tel diagnostic qu'aux États-Unis, ils vont avoir plus d'autres diagnostics. Parfois c'est aussi lié aux séries qui passent, enfin, c'est très particulier tout ça. Mais là ce qui m'a beaucoup déplu, c'est que dans ce thriller on vous dit, alors vraiment ça m'a énervé. On vous dit, vraiment ce sont les premiers mots, les 2 premières phrases, et il n'y a rien qui va dans cette première phrase, c'est incroyable. On vous dit trouble dissociatif de l'identité, point, ou plus communément schizophrénie. Bah voilà, il n'y a rien qui va, trouble dissociatif de l'identité, c'est pas une schizophrénie. Voilà. Et du coup j'ai vu ça, je fais quoi ? Trouble dissociatif de l'identité, en fait, c'est ce qui était appelé avant le trouble des personnalités multiples. C'est ce que vous pouvez encore voir. Ça fait de très bonnes vidéos sur YouTube, ça fait de très bons films, ça fait de très bonnes séries. C'est énormément, bien plus en tout cas diagnostiqué aux États-Unis. Je pense qu'il y en a bien plus, mais c'est pour une bonne raison que je tairai ici parce que je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. En fait, on est dans 2 diagnostics différents et du coup, ça m'a saoulé que ça soit assimilé comme les deux. Tu vois que il n'y a pas beaucoup de recherches. Après je trouvais ça super intéressant. C'est dommage qu'il ait casé le mot schizophrénie ici alors que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'en Italie, je crois qu'il est italien l'auteur, peut-être que dans son pays c'est pareil, j'en sais rien, peut-être qu'il considère les mêmes choses, mais ici c'est pas du tout pareil. Un schizophrène n'est pas un trouble multiple de l'identité, c'est clairement une faute sociétale, ça, c'est une assimilation sociétale. On dit toujours ah mais toi de toute façon t'as plein de personnalités différentes, t'es schizophrène, et c'est juste un truc, c'est totalement faux. Patient schizophrène, c'est pas du tout ça en fait. Ça n'est pas du tout cette symptomatologie là et du coup ça me perturbe. Mais du coup rien que ça n'allait pas dans ce résumé. Pourquoi? Donc voilà, je l'ai quand même laissé, je me suis dit vas-y c'est bon, on va dire que ça t'a intéressé parce qu'au début j'avais entendu quelqu'un en faire le résumé. Je me demande si c'est pas Séverine d'ailleurs de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense que c'est elle qui en avait fait le résumé dans ses sorties littéraires justement de février. Et le résumé m'avait trop attiré. Je me suis dit ouais trop bien. En plus le gars parle trouble trouble des identités multiples. Et il a appelé son personnage principal Sandrone alors que lui-même s'appelle Sandrone. Je trouve ça trop intelligent. Et puis là j'ai lu la phrase où c'est noté schizophrénie et j'ai déchanté. Je dis pas qu'il va pas être bon, je dis juste que moi ça va m'énerver de voir ce genre de truc, donc je le lirai pas. Je le lirai pas, c'est tout. Ensuite, aux éditions Faubourg Marigny, j'ai noté le roman Le Chant de la Vengeance de Megan Chance, je crois. Dans ce roman, alors je me le suis pris, hein, je vous avoue, il sort le 9 février, donc je devrais bientôt le recevoir, vu qu'il sort demain pour moi. Bah pour vous c'est aujourd'hui, du coup normalement je devais sortir cette vidéo demain. On est dans un roman historique qui parle de sujets actuels, racisme, lutte des classes et tout ça. On est avec May Kimball qui se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco.
Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Et du coup, May elle va être super impressionnée par ce milieu-là qu'elle va totalement découvrir. Et je pense qu'elle va aussi découvrir le revers de toute cette opulence, le revers de tout cet argent, le revers de toutes ces relations. Et ça me faisait trop envie. Vraiment, je trouve la couverture très jolie aussi, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, aux éditions Michel Lafon, j'ai noté l'apparition du roman Coup de foudre par SMS de Sophie Kramer. Et là, pour le coup, vous savez, on a un groupe de partenaires Michel Lafon et on doit postuler, et je vous avoue que je l'avais pas vu passer. Pour le coup, il me dit bien, mais je sais pas si je le lirai vraiment, je vais attendre les premiers avis, et puis en plus j'en ai d'autres de chez Michel Lafon à lire, donc clairement ça sera pas ma priorité. On est avec Clara qui, je crois, moi en tout cas ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait subi un deuil, le décès de celui qu'elle aimait, donc Ben, et en fait elle arrive à surmonter ce décès, à faire son deuil en lui envoyant des SMS. Et en fait évidemment le numéro a été réattribué et c'est un autre gars qui va recevoir ces SMS. Et c'est ce que j'ai compris, coup de foudre par SMS. Voilà, j'imagine que on est comme ça. J'imagine que c'est ça. Donc on a Sven, voilà, il s'appelle Sven, comme... c'est pas le nom du renne dans la Reine des Neiges. Bon bref, on a Sven qui se surprend à attendre ces messages et à se les approprier. Donc voilà, ça me faisait assez envie. Je sais pas trop ce que disent les premiers retours, je vous avoue, je vais aller voir ça après. Mais ça avait l'air intéressant. Moi, vous savez que la thématique de deuil, à chaque fois, ça m'intéresse trop. Après, j'ai un petit peu peur que ça tombe trop dans la romance et qu'on parle pas assez du deuil, je sais pas. À voir. Ensuite, aux éditions du Cherche Midi. Alors là, je dois vraiment prendre mon téléphone, je suis désolée, mais j'ai noté le roman Le Piège de Jean Hanf Korelitz. J'espère que ça se dit à peu près comme ça, désolée si c'est pas le cas. On est avec, de mémoire, ce romancier qui avait connu son heure de gloire mais qui est plutôt sur le déclin. Et il a un de ses étudiants qui va lui dévoiler l'intrigue de son propre roman. Sauf que voilà, cet étudiant va mourir et du coup, ce romancier sur le déclin va s'approprier son histoire et sortir son livre, mais sous son propre nom, sans jamais mentionner cet étudiant. Et de façon assez classique, il va recevoir, je crois, un courrier ou quelque chose comme ça. Il va recevoir un courrier, voilà, un email anonyme terrifiant qui vous dit vous êtes un voleur. Et du coup le romancier va enquêter sur le décès de cet étudiant, à voir un petit peu ce que ça donne. Franchement ça me faisait trop envie. En plus le piège, ça veut dire quoi? Est-ce que l'étudiant a piégé le romancier? Est-ce que le romancier va piéger la personne? Je ne sais pas, mais ça avait l'air très intriguant. Voilà, franchement il me disait trop, j'attends de voir les premiers avis, mais ça a l'air assez classique un peu sur la construction et j'espère que ça ne l'est pas en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai bien évidemment noté la prochaine parution des éditions Inceptio. Il s'agit de Cratera, le tome 1 de Jean-Marc Reboul, je ne sais pas comment se dit votre nom, je suis navrée. Donc il s'agit du tome 1, Le Puits des Étoiles. Il me fait super envie, je crois que j'ai vu une espèce de... Alors je sais plus si c'était une carte ou quelque chose, mais une illustration en rapport avec le livre et ça avait l'air trop bien. Et je sais que j'ai imprimé la couverture dans ma tête, je l'ai vraiment en tête. Cela veut dire que ça me fait très envie. En même temps, j'ai encore très envie de découvrir de l'autre côté des étoiles. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre cette année. Je promets rien, mais ça serait bien, ça serait bien. En gros, dans Cratera, on a une expédition qui part à la recherche d'un site mystérieux appelé Puits des Étoiles. Cette dénomination fait référence à un passage vers une planète lointaine à laquelle des hommes ont déjà accédé à l'époque d'Alexandre le Grand. Je trouve ça beaucoup trop intéressant, ça a l'air trop bien. On va repasser dans un portail et tout, j'imagine, vers un autre royaume ou quelque chose, je sais pas, mais ça avait l'air beaucoup trop bien. Et puis surtout, on a du coup les membres de l'expédition d'Alexandre le Grand qui sont là-bas, ils sont jamais revenus et j'imagine qu'ils ont fait une autre civilisation en fait, tout simplement. Et voilà, les membres de l'expédition se retrouvent piégés à l'intérieur et ici s'est développée depuis l'arrivée des premiers voyageurs de l'Antiquité une originale civilisation gréco-perse où la magie et les rites ont une place éminente et c'est beaucoup trop intéressant, voilà. Et ce qui a été baptisé Cratera, c'est tout simplement le monde dans lequel ils sont coincés. Ça me fait trop envie, voilà, j'ai beaucoup trop envie de découvrir ce roman. J'ai trop hâte de le recevoir et de pouvoir vous en parler davantage. Il sort le 11 février, donc c'est dans 2 jours pour vous, dans 3 jours pour moi, vu qu'on est encore le 8 pour moi. J'espère pouvoir le découvrir très rapidement. Ensuite, aux éditions Charleston, j'ai noté la parution du roman La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. En gros, dans cette histoire, il me semble qu'on est durant la guerre, je crois, mais c'est pas noté dans le résumé, c'est assez particulier. Et on a Grace Bennett qui découvre le charme et l'effervescence de Londres.
mais elle va donc décrocher un travail dans une petite librairie et ça va être très loin du glamour qu'elle rêvait. Dont elle rêvait, pardon. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Monsieur Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement. Et dehors, la guerre gronde déjà. Voilà, donc on va avoir les bombardements, les évacuations, les blackouts, etc. Et des abris, etc. Voilà, la thématique m'intéressait bien. J'ai vu les lectrices Charleston qui en parlaient, rien que sur Amazon, il y a leur avis déjà, je trouve ça assez chouette. J'ai l'impression que ça a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Et en même temps, la thématique de la librairie durant la guerre, j'ai déjà lu des romans sur ça, donc pas certaine de craquer. Ensuite, j'ai noté la parution du nouveau roman de Liane Moriarty qui est 7 et Match. Ça paraît aux éditions Albin Michel. Personnellement, j'ai déjà lu Liane Moriarty et j'aime bien, j'avais bien aimé vraiment cette histoire. On est très souvent, je crois, dans des thrillers domestiques. Là, je crois que c'est exactement le cas aussi. J'ai pas envie de lire le résumé. Je pense qu'un jour, je vais continuer à lire du Liane Moriarty parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier roman que j'ai découvert de l'auteur. Donc voilà, je l'ai noté. Il y a le nouveau qui sort. Moi, personnellement, je pense que je me les ferai en poche. Ensuite, chez Robert Laffont dans la collection R, j'ai noté le roman Plus heureux que jamais d'Adam Silvera. Alors ce roman, je veux absolument le découvrir parce qu'en fait, on vous parle d'ablation de la mémoire qui a été développé par l'Institut Leteo. Et en fait on a Aaron Soto qui n'en croit pas ses yeux entre le suicide de son père, sa propre tentative de suicide, c'est trop bien, on va parler d'essais suicides et tout, ok c'est un peu mon métier mais quand même parfois j'aime bien, l'infinie tristesse de sa mère et leur vie dans un petit appartement misérable, le jeune homme est tenté par la procédure. Mais voilà, le bonheur peut-il vraiment naître de l'oubli? Est-ce qu'on devient vraiment heureux si on oublie tous les soucis qui sont les nôtres? Est-ce que... Moi je trouve cette question absolument passionnante et c'est pour ça que j'ai extrêmement envie de découvrir ce roman. Est-ce qu'on est vraiment heureux si on oublie tous nos soucis? Est-ce qu'on n'est pas plus heureux en apprenant à vivre avec, à les dépasser, à se relever? Alors moi je connais déjà la réponse à peu près, je pense que ça reste un débat philosophique, mais voilà, est-ce qu'on peut vivre heureux en oubliant ce qui nous est arrivé? Comment ça se passe? Mais même, enfin franchement c'est super compliqué, imaginez, vous oubliez tous vos soucis, voilà, les décès terribles dans votre vie, tous les traumatismes que vous avez eus, ok. Bien sûr que je vais pas dire que votre vie est mieux avec des traumatismes, évidemment non, mais le fait qu'ils se soient déroulés et de les oublier derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas genre des trous dans votre histoire personnelle, dans votre personnalité, dans vos... je sais pas, c'est une question éminemment intéressante et du coup... Ah ce livre je crois que je vais le lire. Je crois que je vais le lire et on va en reparler. Parce que côté psychologique il doit être super intéressant. Ensuite j'ai noté quelques mangas, j'ai noté Our Green Bird Cage qui est je crois un nouveau shoujo, donc je vais me le prendre et je vous en parlerai. Et puis j'ai aussi noté ce que Pika m'a envoyé, j'ai reçu ça hier en plus, donc pile pour la vidéo. C'est donc Four Nights of the Apocalypse, donc de Nakaba Suzuki, le tome 1 et 2 qui sortent en même temps aux éditions Pika. Je crois que ça sort le 16 février il me semble. Et là pour le coup on est dans 16 ans après les événements de Seven Deadly Sins. Je ne sais pas si vous connaissez cet animé ou cette saga de manga, donc Seven Deadly Sins. On est avec une nouvelle légende là, donc les 4 chevaliers de l'apocalypse en fait tout simplement. 16 ans après les événements de Seven Deadly Sins, donc voilà, moi ça m'intéressait trop. On est en plus avec quelque chose de la légende arthurienne, je sais plus comment ils disent ça. Voilà, la menace des 4 chevaliers de l'apocalypse plane sur le règne du roi Arthur et je trouve ça trop intéressant. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y en a d'autres qui sont intéressants évidemment, mais est-ce que cette vidéo ne ferait pas 1 heure, voire 3 heures, voire 3 jours si j'avais tout mis? Peut-être. Voilà, donc moi je vais arrêter là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous fait super envie là en sortie de février, franchement ça me ferait super plaisir de savoir ça. Puis peut-être que vous allez me faire découvrir vous aussi des sorties de février qui vont m'attirer, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.